Fadi, c'est à vous sur le CHU atypique. Merci. Donc, moi, je vais m'intéresser essentiellement à la voie alterne, à la C3 convertase, dont la régulation est au centre de la physiopathologie du SHU atypique. Et donc, je vais commencer par un cas clinique. C'est une femme de 38 ans qui arrive aux urgences pour une bicytopénie, une insuffisance rénale aiguë. Elle est hypertendue, elle n'a pas d'histoire médicale particulière, sauf qu'elle a eu une diarrhée dans les jours qui précèdent. Elle a une insuffisance rénale aiguë marquée, une anémie hémolytique qu'on peut caractériser comme étant mécanique et une thrombopénie modérée. Donc on peut s'accorder sur le fait qu'elle a une microangiopathie thrombotique et la question qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir est-ce qu'elle a un SHU atypique. Et donc, avant de commencer dans la discussion, on va revenir sur quelques définitions qui sont celles de la MAT, qui est essentiellement une définition histologique. C'est des thrombies, plaquettes, fibrines. Il y a une grande discussion il y a quelques années, mais aujourd'hui on sait que ça n'a pas une importance primordiale. Donc des thrombies dans la microcirculation de beaucoup d'organes, mais essentiellement le rein et le cerveau. Et ça se traduit par une triade biologique et clinique qui est l'anémie hémolytique mécanique, la thrombopénie et l'insuffisance rénale aiguë, mais on sait aujourd'hui que cette triade peut être manquante. Et une variété de MAT et une cause de MAT est le SHU, qui a quelques particularités, une atteinte rénale prédominante, une thrombocytémie qui est plutôt modérée, voire absente dans 15% des cas, et souvent un facteur déclenchant, une infection qui va faire emballer le système, du complément notamment, on reviendra là-dessus, et la grossesse, qui est un facteur déclenchant non négligeable et qui mérite d'être discuté à part. Et donc, pourquoi c'est urgent de faire le diagnostic d'un SHU atypique? Il est important de le diagnostiquer parce que c'est une maladie qui reste sévère. On a une nécessité de dialyse à la phase aiguë dans 80% des cas. La moitié des patients restent en insuffisance rénale terminale à la première poussée, 2/3 au bout de 5 ans de suivi. Et malheureusement, c'était un peu une impasse. Les patients étaient non seulement dialysés, mais on ne pouvait pas les greffer du rein parce qu'ils rechutaient. Et ceux qui échappaient à la dialyse à la première poussée accumulaient les rechutes du SHU atypique et malheureusement évoluaient eux aussi, dans une proportion de cas non négligeable, vers l'insuffisance rénale terminale. Et donc, ça, c'était à l'époque de la plasmathérapie qui était un traitement empirique. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on a disséqué un peu mieux la physiopathologie du SHU atypique, une maladie du lésion complément médié au niveau de la cellule endothéliale. Grosso modo, si vous perdez la régulation fine de la C3 convertase, soit parce que vous perdez l'effet inhibiteur des 3 facteurs inhibiteurs principaux qui sont le facteur H, le facteur I et MCP, du fait de mutations inactivatrices ou, plus rarement, d'anticorps antifacteur H. Soit à l'inverse, vous avez des mutations activatrices des 2 composants principaux de la C3 convertase, qui sont le C3 et le facteur B. Cette 3 convertase va s'emballer un peu. Elle va être hyperactive, notamment si vous avez un trigger comme une infection ou une grossesse qui va amplifier l'activation. Et vous allez aboutir à un système dysrégulé qui va induire des lésions complément médiées au niveau de la cellule endothéliale qui va aboutir à terme à la microangiopathie thrombotique. Donc ces lésions endothéliales sont dépendantes du C5. Ça, on le sait à part les données humaines, bien sûr, mais aussi beaucoup de modèles animaux, mais on ne sait pas si c'est C5A, C5B ou les deux en même temps. Et donc, ce qui a changé, c'est que cette physiopathologie a abouti à un traitement spécifique qui est un inhibiteur du C5 qu'on appelle l'éculizumab, un anticorps monoclonal humanisé, qui a révolutionné un peu la prise en charge du SHU atypique. Et donc, comment faire le diagnostic du SHU atypique? C'est un petit problème parce qu'on n'a pas de test diagnostic positif à ce jour pour dire que c'est un SHU atypique. C'est un diagnostic d'élimination qui va passer par un processus par étapes pour éliminer les autres causes de microangiopathie thrombotique. Et une fois qu'on les a éliminées avec une probabilité clinique réalisable, et en tout cas réaliste et raisonnable, on peut dire que c'est un SHU atypique et passer à la suite du traitement. Et donc cette démarche de diagnostic différentiel passe par éliminer en premier le PTT, et donc le déficit ADAMTS13 par le dosage de l'activité ADAMTS13, la recherche si besoin d'anticorps anti-ADAMTS13. Selon les endroits, ça peut prendre 24 heures ou un peu plus longtemps, et en attendant le dosage, on peut s'aider de quelques éléments biologiques simples. Grosso modo, et ça c'est les travaux de Paul Copeau qui l'ont montré, si vous avez une insuffisance rénale modérée
et une thrombopénie très sévère, créatine en dessous de 200 micromoles, plaquettes en dessous de 20 000, 30 000, vous êtes plutôt dans la case PTT. À l'inverse, le SHU, c'est beaucoup d'insuffisance rénale et peu de thrombopénie, et même vous pouvez avoir un vrai SHU en dialyse avec des plaquettes normales. La deuxième étape, c'est d'éliminer les SHU secondaires. Maladies auto-immunes, médicaments, l'hypertension artérielle maligne qui est un peu à part, et surtout les cancers et l'allogreffe de moelle. Ce n'est pas exclu que ces maladies soient en partie médiées par le complément. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas la preuve qu'il y ait un facteur génétique aussi fort que dans le SHU atypique. Ensuite, bien sûr, les infections avec les chigatoxines, le pneumocoque, plus rarement les virus de la grippe. Et il ne faut pas passer à côté d'un déficit en cobalamine C, donc dosage de d'homocystéine quasiment en débrouillage, pour savoir si on est dans ce cadre-là. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, on reste avec le SHU atypique, mais qui comporte en soi une hétérogénéité. Par exemple, Véronique Frémaux-Bacchi et d'autres ont mis en évidence que des formes de SHU atypiques peuvent être liées à des mutations d'une enzyme qui s'appelle DGK epsilon, qui, comme tout à l'heure avec Laurence et les angioïdèmes, est en dehors du système du complément. C'est une enzyme du cellule endothéliale. Quand vous la perdez, votre cellule endothéliale est activée d'une façon continue, indépendamment d'infection ou quoi que ce soit, ce qui la rend plus propice à développer des lésions nucléoconjugées thrombotiques. Mais le gros du SHU atypique est lié à une dysrégulation du complément, soit des anomalies génétiques du facteur H, I, MCP, C3 et facteur B, dans 60% des cas, ou plus rarement des anticorps anti-facteur H. Mais on reste avec 40% de vrais SHU atypiques sans anomalie génétique détectable. Et donc, ce qui m'amène à préciser que le dosage des composants du complément et même l'enquête génétique n'est pas utile pour le diagnostic du SHU atypique. À la phase aiguë, le seul test à ne pas rater, c'est la recherche d'anticorps anti-facteur H, parce que ça va changer un peu la prise en charge. Le reste peut attendre un peu. Fadi, excusez-moi, vous dites que l'étude génétique n'est pas utile au diagnostic, mais néanmoins cette étude génétique sera utile à un moment de la démarche de la prise en charge du patient. Et d'ailleurs, enfin, vous pouvez nous répondre sur ce sujet. Et une question également est le fait que cette maladie s'exprime parfois relativement tard dans la vie et que pour une maladie génétique, on peut se poser la question pourquoi. Donc, voilà, c'est question facile, réponse très pertinente. La première question est que, première réponse est que c'est un facteur de risque génétique. Ce n'est pas une maladie monogénique comme la mucoviscidose ou la polykystose rénale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une anomalie génétique, passer 90, 120 ans sans rencontrer un facteur déclenchant et ne pas déclarer la maladie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'enquête génétique est systématique en France pour tout patient suspect de SHU atypique. Tout est envoyé à notre centre de référence génétique, qui est sur le laboratoire de l'HEGP de Véronique Frémaux-Bacchi, où toute l'analyse est faite. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'à la phase aiguë, il ne faut pas retarder le diagnostic et donc retarder le traitement en attendant la génétique. La génétique part dans un centre de compétences et un laboratoire qui a une expertise mondiale dans le sujet, mais ça ne doit pas retarder la prise en charge, le diagnostic et le traitement. Mais, comme on le verra plus tard, la suite du traitement dépendra d'une façon cruciale de la génétique. J'ajoute une question sur la génétique qui est posée et qui est la suivante. Lorsque vous avez retrouvé une anomalie génétique chez un patient, faites-vous systématiquement une enquête familiale pour éventuellement, si c'est possible, prévenir ou en tout cas... En France, le cadre légal ne permet pas de dépister parce qu'on n'a pas de traitement ni préventif à proposer aux autres membres de la famille. Je pense que l'information passe dans la famille est la chose la plus importante. Si un patient arrive dans un service d'urgence, il dit « j'ai une cousine, un grand-père ou une grand-mère ou ma mère a fait un SHU atypique à la mutation du facteur H », l'information est utile. Dépister entraîne un facteur d'anxiété aussi, parce que ça reste un facteur de risque génétique. Ils peuvent passer 120 ans d'une vie sereine tout en ayant une mutation pathogène. Merci, Fadi. Et donc, diagnostic d'élimination, et c'est ce qu'on a fait chez cette patiente. On a éliminé le déficit en AMTS13, on a éliminé la chigatoxine, l'homocystéine est normale, elle n'a pas de maladie auto-immune sous-jacente, pas d'évidence de cancer, donc on reste avec le diagnostic de SHU atypique. Et aujourd'hui, quand on fait le diagnostic de SHU atypique, le traitement de référence est le blocage du C5, donc l'éculizumab.
Dans la phase initiale du diagnostic différentiel, bien évidemment, on passe par la phase d'échange plasmatique, avec la crainte de ne pas méconnaître un PTT. Parce qu'un PTT grave avec un MTS 13, notamment par anticorps au fort titre, c'est presque une perte de chance de ne pas passer par la case échange plasmatique. Mais dès qu'on a la certitude qu'on a un SHU atypique, voire un peu plus tôt que 3-5 jours, parce qu'on a une histoire familiale très parlante, c'est le blocage du complément, notamment l'éculizumab. Et c'est ce qui s'est passé chez cette patiente. Donc on a utilisé l'éculizumab, mais pourquoi l'éculizumab? On a des données d'études prospectives, non randomisées, mais on fait avec ce qu'on a, parce que c'est une maladie rare, et à l'époque où l'éculizumab est sorti, il n'y avait pas de traitement de référence. Et des données rétrospectives, notamment françaises, qui montrent que, grosso modo, le risque d'insuffisance rénale terminale chez l'adulte atteint de SHU atypique, avant l'éculizumab, il est autour de 50-60%, il est passé vers 10 à 15%. Donc une réduction drastique plutôt, dramatique au sens anglais, de le risque d'insuffisance rénale terminale avec l'éculizumab. Ceci étant dit, il reste 10-15% qui ne sont pas sauvés de la dialyse avec l'éculizumab. Est-ce qu'ils ont une forme non liée au complément ou est-ce qu'ils avaient déjà des dégâts rénaux tellement importants que même l'éculizumab ne va pas faire repousser les glomérulines? Concernant l'éculizumab, quelques points à discuter. Le premier est que l'obtention d'une rémission hématologique, soit spontanément, soit avec l'échange plasmatique, ne doit pas freiner le passage à l'éculizumab. C'est une fausse réassurance. On peut avoir une rémission hématologique et rester en dialyse. Donc c'est la rémission rénale qui doit être le but du traitement du SHU atypique. La deuxième chose, les données disponibles nous disent que, mutation ou pas, ça ne change rien à l'efficacité de l'éculizumab. Probablement parce que même si on n'a pas de mutation, de variant pathogène du complément, pour développer un SHU atypique, on doit arriver à un certain seuil de dégâts endothéliaux induits par le complément. Et la troisième chose, c'est que prendre 3-5 jours pour faire le diagnostic différentiel, se faire une idée si c'est un SHU atypique ou pas, c'est bien. Au-delà, il ne faut pas trop traîner et passer au traitement qui est l'éculizumab. Et c'est ce qui s'est passé chez cette patiente. Échange plasmatique arrêté à J5. L'éculizumab est commencé tout de suite après. On arrête l'échange plasmatique pour ne pas épurer un traitement qui est très coûteux. Bien sûr, vaccination contre le méningocoque, parce que le risque principal de l'éculizumab, c'est les infections à méningocoque. Et en France, antibioprophylaxie durant toute la durée du traitement par éculizumab. On a une rémission hématologique au bout d'une semaine du traitement, donc il faut être un peu patient. Certes, c'est un traitement très efficace, mais il faut lui donner le temps d'agir. Et la patiente a récupéré progressivement de la fonction rénale pour garder une insuffisance rénale chronique très modérée, créatinine à 90 micromoles, à 3 mois, et au-delà, une stabilisation de la fonction rénale. Et donc, certes, ça a révolutionné, ce traitement a révolutionné la prise en charge du SHU atypique, mais il y a des questions qui restent en suspens. La première, c'est quelle est la durée optimale du traitement par éculizumab, coût très élevé, contrainte pour le patient et le risque de méningite dont on a parlé. Donc là, la génétique revient au premier plan. C'est crucial de savoir si le patient a une mutation ou pas. S'il n'y a pas de variant, notamment pathogène, on sait que le risque de rechute du SHU après arrêt de l'éculizumab est très faible. Si le variant est très pathogène, le risque est plus élevé, donc c'est une discussion au cas par cas. La deuxième question est la place de l'éculizumab dans les SHU non atypiques, le CHU typique, ou même les CHU secondaires. Et le troisième point est la floraison et la submersion quasiment de tous les nouveaux modulateurs du complément qui visent le C5 en globalité, aussi le C5A, et d'autres modulateurs du complément qui arrivent. Où est-ce qu'on va leur trouver une place et quelle est leur place dans la prise en charge du SHU atypique? Donc en conclusion, le SHU atypique reste une maladie grave. Il ne faut pas rater le diagnostic et le faire très vite, parce qu'il y a un traitement efficace qui en a transformé le pronostic, qui est l'éculizumab. Mais comme avec tous les nouveaux traitements innovants et coûteux, et avec la floraison des modulateurs du complément, l'utilisation optimale de tous ces modulateurs du complément reste une grande question à régler. Merci Fadi. On reviendra sur certaines questions que vous avez soulevées, mais des questions très pragmatiques nous sont posées, en particulier sur les modalités d'administration de l'éculizumab. Certes, vous avez dit que ça dépend du terrain génétique ou pas. Imaginons quelqu'un chez qui il n'a
on n'a pas découvert de facteurs de prédisposition génétique. Quelles sont vos recommandations? Et puis, corollaire, enfin, traitement d'accompagnement, quelles sont vos recommandations pour l'antibioprophylaxie? Très bien. J'étais un peu emballé par l'urgence du traitement, donc je n'ai pas précisé que c'était un traitement par voie intraveineuse, Oui. perfusion hebdomadaire pendant 5 semaines, puis on passe tous les 15 jours. Ça, c'est le schéma habituel. En France, généralement, on fait 6 mois de traitement pour s'assurer qu'on a donné toutes les chances aux patients d'avoir une récupération optimale. Au bout de 6 mois, s'il n'y a pas de variant détecté dans le laboratoire de Véronique Frémaux-Bacchi, généralement, on arrête le traitement, sans décroissance progressive. S'il y a un variant, c'est une discussion au cas par cas, selon la pathogénicité prouvée du complément, et là, l'avis de Véronique est crucial. Ce qui est publié dans la littérature sur la pathogénicité du variant, et aussi sur la gravité un peu de la maladie initiale et des séquelles. Je dirais, là où c'est un peu plus clair, c'est quand il n'y a pas de variant, on peut arrêter parce que le risque de rechute est inférieur à 10% grosso modo. On peut prendre le risque, mais là aussi avec un monitoring très rapproché des patients, 2 bandelettes urinaires par semaine à domicile, des prises de sang quasiment hebdomadaires, puis tous les 15 jours, puis en espace, pour dépister tôt et traiter rapidement une rechute. L'antibioprophylaxie? Donc en France, on a pris le parti de faire une antibrophylaxie pendant toute la durée du traitement, malgré et en plus du vaccin. Pour 2 raisons. La première, le vaccin, on n'a aucune certitude chez un patient avec une insuffisance rénale aiguë, chronique, a fortiori greffée, il va répondre au vaccin avec un taux suffisant. Et la deuxième chose, on sait aujourd'hui que l'effet protecteur des anticorps chez un malade dont on a bloqué le C5 est beaucoup moins important. C'est-à-dire que non seulement ils ne fabriquent pas d'anticorps, mais ceux qui en fabriquent n'arrivent pas à les utiliser parce que l'anticorps a besoin du C5 pour détruire la bactérie. Donc antiprophylaxie jusqu'à 2 mois après l'arrêt de l'éclusizumab, pour être sûr qu'on a tout nettoyé, qu'on a éclusé tout l'éclusizumab. D'accord. Une petite question sur la grossesse, parce que la grossesse est un facteur de risque de PTT, la grossesse est un facteur de risque de CHU atypique. Pour un non-spécialiste, comment s'y retrouver? Très bien. C'est un sujet très difficile, parce que, comme vous l'avez signalé, la grossesse donne plusieurs variétés de mal. PTT, SHU, et vous rajoutez pré-éclampsie, éclampsie, hémorragie du postpartum, on est perdu. Le PTT, quand même, comme on l'a déjà dit, c'est peu d'insuffisance rénale, beaucoup de thrombopénie, et plutôt 2e, 3e trimestre. Là où probablement le relagage du von Willebrand pendant la grossesse va consommer la dame TS13 et donc rendre le déficit encore plus parlant. Le SHU est une maladie du 3e trimestre et beaucoup du postpartum. Plus des 2 tiers sont du postpartum. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la surveillance dans le postpartum. Et le dernier point, c'est que la grossesse illustre d'une façon typique la difficulté de faire le diagnostic différentiel entre un CHU atypique et les autres formes de MAT. Parce que la grossesse, avec la pré-éclampsie, l'éclampsie, les anticorps antiphospholipides, les hémorragies postpartum, brouillent encore plus le schéma. Et là, le sens clinique reste primordial. Merci Fadi. Une question pour Fadi. Oui, Claire. À partir de quel moment on peut dire que devant une insuffisance rénale aiguë et un CHU et un traitement par éculizumab, on peut dire qu'on peut arrêter l'éculizumab parce que ça n'est pas efficace? Et quand on a une insuffisance rénale aiguë dialysée... En France, on a dit 3 mois parce qu'on a vu des sorties de dialyse au bout de 3 mois. Parce que la réparation des maladies vasculaires rénales est déjà très lente. En s'aidant plus ou moins d'une biopsie. 2-3 mois, on fait une biopsie. Si on voit que le rein est déjà très très fibreux, on arrête, mais on ne baisse pas les bras trop tôt. Tout à fait. 2-3 mois. 2-3 mois.